Durant ce tournage, de très nombreux zombies ont été blessés. Ayons une pensée pour eux aujourd'hui. Bienvenue à tous pour un nouveau test du Captain qui sera consacré cette fois à Back 4 Blood, paru en 2021. En 2008, Turtle Rock Studios crée un véritable hit dans le domaine du jeu de tir à la première personne coopératif avec Left 4 Dead. Reprenant le thème des zombies très à la mode à l'époque, ils en tirent un jeu brutal où on abat sans sourciller des centaines de zombies décérébrés au milieu de gros zombies un peu plus vénères avec leurs propres pouvoirs. 13 ans plus tard, ils nous reviennent avec Back 4 Blood qui remet l'expérience à la sauce de 2021, notamment avec de meilleurs graphismes. Malheureusement, et comme on va le voir, le soft n'est pas au niveau de ses aînés. L'ambiance est à côté de ses pompes, et surtout, la course au grind rend l'expérience très déplaisante, alors qu'on appréciait plutôt la simplicité de son aîné. Voyons cela. Pas besoin de vous faire un dessin, après le premier Left 4 Dead, le genre du FPS coopératif prend son envol. Dès l'année d'après, Left 4 Dead 2 propose une expérience encore plus riche et laisse bientôt place au hardcore Killing Floor, avec encore des tas de zombies à massacrer, au coloré Borderlands dans une ambiance déjantée, au brutal Warhammer Vermintide en 2015, ou encore à l'atypique Deep Rock Galactic en 2018 qui mêle exploration, minage et cassage de robots. Pendant ce temps-là, Turtle Rock Studios n'est pas resté inactif. Ils sortent en 2015 Evolve. Leur objectif est de mélanger le FPS coopératif à un gameplay asymétrique. Ainsi, 4 joueurs jouent à un FPS lambda, où il faut s'occuper d'un gigantesque monstre sur une carte avec différentes armes et compétences, tandis qu'un joueur prend le rôle du monstre qui doit évoluer le plus vite possible pour être haut niveau et massacrer du joueur. La structure du soft et le gameplay convainquent les critiques et les joueurs, contrairement à l'aspect commercial du titre, avec une progression à base de grind et beaucoup trop de DLC proposés, ce qui fait que la base de joueurs s'est effondrée quelques semaines après le lancement. On se dit alors qu'ils ont compris que le grind, c'était pas bien. Édité cette fois par Warner Bros. Interactive Entertainment, le studio nous revient avec un classique. Normalement, on reprend Left 4 Dead et tout se passe bien. On retrouve ainsi 4 joueurs sur différentes cartes qui vont se balader pour y accomplir des objectifs divers, tuer des hordes de zombies et des monstres particuliers, avant de trouver une zone calme entre deux missions pour faire le plein de munitions et de santé. On retrouve l'arme principale avec des tas de fusils d'assaut, de snipers, de mitrailleuses et de mitraillettes, l'arme secondaire avec des pistolets ou des armes de corps à corps, des armes de jet comme des grenades ou des cocktails molotov, du soin avec des bandages et des pilules, et le rajout d'armes de soutien comme des caisses à outils ou des barbelés. Avec tout cet attirail, les joueurs se suivent, vont dans la forêt, des bâtiments, des parkings, pour y voir des nuées de zombies qui traînent et achever leur souffrance d'une bonne balle dans la tête, en progressant pas à pas pour éviter de se faire surprendre. Quant aux gros monstres, ils ont 4 grands archétypes et plusieurs variantes, entre le gros qui se fait exploser ou qui vous frappe, le géant qui vous agrippe ou le sniper qui tâche de vous empaler à distance. Quand la vie tombe à zéro, le joueur tombe à terre et doit être animé avant d'être piétiné à mort par les adversaires. Sinon, il réapparaîtra plus loin, si tout le monde est bien sûr encore en vie. Sur tous ces points, pas d'innovation à relever, et surtout pas pour les IA, toujours aussi nuls et qui parfois se font carrément téléporter près de vous. Mais alors, si le jeu est strictement le même, que s'est-il passé au niveau de l'ambiance du titre ? Pourquoi, par exemple, ai-je pris plus de plaisir à jouer au précédent soft qu'à celui-là ? Alors bien sûr, c'est subjectif, mais on pourra pas me taxer de nostalgique, puisque j'ai littéralement joué à Left 4 Dead 2 pour la première fois, 2 semaines avant de toucher à Back 4 Blood. Tout ce que je sais, c'est que le soft m'a beaucoup moins marqué, que ce soit au niveau des cartes ou de l'ambiance générale, et je vais essayer de trouver des raisons tangibles pour ça. Déjà au niveau de l'habillage du soft, on peut dire que les graphismes sont plus réalistes que jamais, et que ça plonge les joueurs davantage dans l'horreur de la situation. Mais trop réaliste, c'est aussi trop répugnant, alors qu'on est censé massacrer en rigolant par dizaines des tas de zombies.
Ces zombies d'ailleurs, ils sont passés de vos amis les voisins, transformés à la suite d'une apocalypse, à des créatures des enfers colorées. Mais ce faisant, on perd quelque chose. Il y avait un côté horrifique et parodique avec nos amis blanchis de Left 4 Dead. Là, le bestiaire des zombies et même des monstres ressemble davantage à du Resident Evil, avec des tentacules démoniaques ou des énormes tanks déformés, là où nos petits hunters et boomers nous convenaient bien. Mais surtout, c'est l'identité visuelle du soft qui ne suit pas. Ce qu'on apprécie en Left 4 Dead 2, c'est la variété des lieux, reconnaissables entre mille. Les égouts, les centres commerciaux, les cirques, la fête foraine, les marais, la maison de Louisiane, on se rappelle bien de ces cartes-là. Là, à part sur un bateau et dans un parking, je me rappelle pas grand-chose. Tout est devenu un peu générique. Rien à voir également, mais à l'époque, les armes étaient des archétypes génériques un peu stupides. Mais on savait ce qu'on prenait. Et Turtle Rock Studios est plutôt pas mal pour le feeling des armes. On sent la puissance du recul des armes et les dégâts. Même chose ici, sauf qu'on ne comprend plus grand chose à la tiraille de guerre moderne que ne renierait pas un Call of Duty, avec des tas de fusils d'assaut au sniper, mais aussi des extensions, plein de types de munitions différentes. On troque ainsi la simplicité d'antan, où on prenait des armes et on allait défourailler du zombie, avec une sorte de complexité bizarre, avec des armes bourrées de statistiques et de couleurs, comme on va le voir juste après. Du coup, l'identité mêlant déconne et horreur semble plutôt mise à mal par ces deux grands éléments. Pour le reste, la musique reste toujours assez discrète, et le sound design s'en sort plutôt pas mal avec les environnements, les remarques ironiques des personnages, les cris des monstres, même si je trouve leurs cris un peu moins reconnaissables, à base de gargouillements répugnants, là où les pleurs de la sorcière ou le gargouillement du boomer me convenaient bien mieux. Evol avait plongé à cause de deux choses. 1. Ses DLC à foison, et 2. Sa progression à base de grind. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que le studio a déjà prévu pour Back 4 Blood plusieurs DLC et a mis dans son soft des mécaniques de grind pourtant absentes de ses aînés. C'est donc là que le bas blesse le plus. Entre les parties, vous avez ainsi accès à une sorte de camp dans lequel vous allez pouvoir mettre des skins sur vos armes ou opérateurs, merci Call of Duty, mais aussi préparer des decks de cartes. Si, je vous assure, il y a des cartes à débloquer grâce à une monnaie accumulée en jeu, permettant de remplir des défis et ensuite de paramétrer vos decks. Alors à quoi ça sert ? En fait, tout comme les précédents jeux, vous retrouvez dans la campagne principale des suites logiques de missions, qui mêlent de 2 à 5 niveaux, entrecoupés de zones sûres ou refaire le plein. En lançant une campagne, vous allez à chaque niveau choisir une carte d'amélioration, qui permet par exemple de vous faire gagner plus de vie, de l'endurance, des capacités de rechargement d'armes ou d'autres capacités intéressantes. Ça apporte un peu de variété, sauf quand on sait qu'il faut d'abord se taper les niveaux une fois, pour ensuite débloquer les cartes qui vous permettent de refaire les niveaux une deuxième fois avec un meilleur deck. Le tirage est en plus encore aléatoire, donc on ne choisit pas forcément les bonus. Ça serait moins un problème si l'ambiance du titre était au niveau, ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas vraiment le cas. Au passage, on remerciera aussi les développeurs de nous empêcher de reprendre une campagne à n'importe quel endroit en augmentant la difficulté, il faut tous retaper du début. Mais le grind, ce n'est pas que hors partie, c'est aussi en partie. Sur la carte, vous allez par exemple ramasser de la monnaie, en plus des armes et améliorations et objets divers. Et cette monnaie, elle vous servira à payer une caisse magique entre chaque niveau, où vous pourrez récupérer des armes, des munitions, de la santé, mais aussi des améliorations de capacité pour votre groupe, comme plus de slots pour des grenades. Ça rompt un tout petit peu l'immersion, qui n'est déjà plus à ça près. Et elle est d'ailleurs définitivement mise à mal lorsqu'on se retrouve dans un hack and slash. Vos armes ont un niveau de coloration, des statistiques, tout comme leurs composants. Impossible d'ailleurs de bien voir ce que vous avez sur votre arme, ce qui fait qu'on change parfois ses accessoires sans le faire exprès, et sans toujours savoir ce qu'on gagne ou qu'on perd. Alors autant le feeling des armes est bon, autant déterminer quel fusil d'assaut avec quel accessoire aura ma préférence, c'est quelque chose que je n'avais pas envie d'avoir dans le successeur de Left 4 Dead. Cette Call of Dutyisation du gameplay, avec ses foutues croix quand vous touchez un adversaire, rend l'expérience beaucoup moins agréable que par le passé. Pour conclure, The Back 4 Blood n'est pas en soi un mauvais jeu. On tire sur des zombies, c'est prenant à 4 joueurs, le feeling des armes est sympathique, il y a un peu de variété grâce aux cartes de corruption qui permettent de rajouter des effets météo ou d'améliorer les zombies entre chaque niveau. Il y a aussi quelques errances, comme le système d'endurance pour le sprint et les attaques de corps à corps,
le multijoueur qui se place sur des cartes fermées, où les joueurs vont donc stack plutôt qu'avancer comme avant dans le niveau, et le remplacement du coup qui étourdit tous les zombies en face de vous, qui permettait de contrôler un peu mieux les hordes. Maintenant on met juste des patates ou des coups de canif. Mais là où le soft fait moins bien, c'est qu'il plonge le joueur dans une ambiance qu'il n'a pas réussi à totalement maîtriser. Et surtout, que le soft retombe sur les excès déjà pratiqués par le studio, avec ce fichu grind à la mode pour débloquer des cartes, sans parler de toutes ces armes et de tous ces accessoires qui complexifient le gameplay pour rien. On voulait juste prendre une arme random et tuer des zombies, pas jouer à Destiny. Pas sûr que ces défauts soient corrigés dans les futurs DLC déjà prévus pour l'année prochaine, mais peut-être apporteront-ils un peu plus de variété. Je note donc ce jeu puisqu'il faut le faire, grind et ambiance délétère sur 20. Merci de votre écoute et on se retrouve pour un prochain test. Salut!